Bonjour à tous et bienvenue pour cette première conférence organisée et faite par la section de Lille. Donc celle-ci porte sur la présentation du légitimisme français et se veut une introduction à un programme plus complet et plus approfondi de conférences sur le légitimisme. Donc c'est vraiment une présentation globale, poser les bases pour les prochaines conférences. Donc nous allons pouvoir commencer avec l'introduction. À l'état des lieux, on va dire du royalisme et plus particulièrement du légitimisme français en 2024. C'est malheureusement ce qu'on pourrait appeler une niche très méconnue. Le légitimisme ne parle pas à grand monde. Louis XX, peut-être un peu moins, mais il est globalement assez méconnu. Et le pire en tout ça, c'est que les rares qui connaissent ce qu'il reste du royalisme, de la monarchie, etc., ils en ont une image extrêmement caricaturée, fausse. Donc cela peut venir de la culture populaire, de l'image noire du Moyen-Âge qu'on associe à la monarchie, d'une vision très nostalgique, passéiste, ce genre de choses. Et pourtant, cette tradition monarchique que seul le légitimisme porte, c'est bien ce qui a fait la France pendant plus d'un millénaire, avec tous les rois, et plus particulièrement tous les Capétiens depuis Capet jusqu'au dernier vrai roi de France, ayant régné sur le trône, Charles X. Il n'est pas question, comme je l'ai dit, d'être des nostalgiques, d'être quoi que ce soit dans ce genre. Louis XX le dit assez régulièrement dans ses déclarations. Et il faut bien accepter que certains éléments de la monarchie sont définitivement morts et enterrés. Un exemple assez facile, c'est la féodalité. De nos jours, il n'y a plus de raison qui justifie une telle organisation de la société. Ce qui était le cas auparavant, au Moyen-Âge, mais de nos jours cela n'a plus lieu d'être. De même pour l'antique noblesse, même s'il est très probable que les restes de la noblesse tiennent un rôle dans la restauration de la société, il est peu probable en revanche qu'elle soit restaurée dans tous ses privilèges, dans toutes ses fonctions. Surtout qu'on sait, il est assez malheureux qu'un grand nombre de nobles ont tourné le dos au royalisme et au roi. Donc le légitimisme n'est pas une doctrine de nostalgique. Au contraire, nous pensons vraiment qu'il porte des solutions pour le présent et pour l'avenir de la France. Ici aujourd'hui, la France est tombée si bas, c'est justement car elle s'est éloignée de ses racines royalistes. Et donc pour sauver l'arbre, il faut revenir aux racines. Donc vous l'aurez compris, nous ne sommes pas des illuminés, nous ne sommes pas ce qu'on pourrait appeler des fanboys de l'histoire des rois de France. Nous portons un véritable projet politique, et c'est ce qu'on va essayer de présenter dans cette première conférence. Donc en première grande partie, nous allons voir les fondements du légitimisme au niveau de la doctrine. Nous allons commencer par le droit naturel. Le droit naturel, si vous avez suivi les conférences de Paul de la Vivier, vous avez déjà une bonne image de ce que c'est, on va quand même revenir dessus car c'est un point fondamental. Donc c'est une loi naturelle qui est observable par la raison. Un exemple très concret, c'est l'inceste. L'inceste, si on écarte toutes les conceptions morales, il en reste que la progéniture sera au mieux malade, au pire inexistante. Et donc on peut en déduire que l'inceste est par nature mauvais. Je précise qu'avoir la foi n'est pas nécessaire pour reconnaître le droit naturel. Car en effet, celui-ci est légèrement abordé par Socrate et Platon, mais il est surtout développé par Aristote, donc c'est bien des païens. Et ils expriment donc cette morale naturelle supérieure aux idéologies et aux intérêts privés, qu'on appelle plus globalement aujourd'hui le bien commun. Cela est repris par saint Thomas d'Aquin au XIIIe siècle. Cela entre dans son travail d'allier la raison avec la foi catholique. Et donc d'un point de vue catholique, on pourrait assimiler la loi naturelle aux 10 commandements. Donc le meurtre, le vol, le mensonge, tout cela est proscrit. La famille, c'est bien la première cellule sociale naturelle, qui convient donc de respecter et de fortifier. Le droit naturel s'oppose au positivisme juridique, donc qui s'impose à partir de la Révolution. Et globalement, c'est le reniement de la réalité donc naturelle, au profit des idéologies. Par exemple, l'égalité. L'égalité vraiment dans sa forme absolue, où on dit que tous les êtres humains sont égaux, c'est un idéal positiviste. En revanche, on sait bien que c'est faux. En médecine, un chirurgien est largement supérieur à quelqu'un qui ne travaille pas dans le milieu.
On peut faire plein de comparaisons à ce niveau-là. Il prouve bien que non, nous ne sommes pas égaux en tout point, dans l'absolu. Même si bien sûr, la vie des êtres humains est égale les unes aux autres. Donc là, je vous ai donné l'un des premiers exemples du positivisme juridique, mais on peut pousser avec le plus délirant de nos jours, c'est les changements de sexe. Une femme qui se prétend homme et qui donc devient homme, c'est vraiment l'idéologie qui domine sur la réalité biologique. Donc là, c'est vraiment le plus parlant. Mais c'est vraiment le fruit de la branche de l'arbre pourri. Il faut aller au fond du problème du positivisme juridique et pas juste s'attaquer aux dernières conséquences nocives qu'on connaît bien aujourd'hui. Donc un autre fondement, c'est le catholicisme. Donc même s'il n'y a pas d'obligation dans le judaïsme d'avoir la foi, de faire une pratique religieuse, etc., dans son histoire et dans le cœur de la plupart de ses membres, le judaïsme reconnaît Jésus-Christ comme le seul Dieu, le catholicisme comme la seule vraie religion. Et contrairement, disons, à un courant maurassien, la religion n'est pas utilisée pour la politique. Disons là, la religion est vraiment... Les valeurs religieuses sont posées comme un idéal pour former la société française. Et donc cela, ce n'est pas nouveau, ce n'est pas non plus un délire délimité. Notre société française a été catholique dans toute son histoire. On va dire que, évidemment, la Révolution porte un grand coup au catholicisme dans la société, mais les Français restent catholiques jusqu'à la fin de la Seconde Guerre mondiale, globalement. Donc tout cela, évidemment, se retrouve dans la société à tous les niveaux. La culture, il suffit de sortir de chez soi pour aller à sa ville, ses villages. On voit les églises, on voit tous les monuments aux morts, on voit toutes les croix sur les chemins de campagne. Dans la culture, que ce soit littéraire, bon, je vais pas vous faire toute la liste des auteurs catholiques, il y en a plein. La peinture, c'est pareil. Même la bande dessinée, plus récemment. Et en bref, plus globalement, toute la culture d'avant la Seconde Guerre mondiale, dans sa grande majorité, est catholique. Ça se retrouve également dans nos valeurs. L'universalisme, donc qui est perverti, bien sûr, mais qui persiste dans notre société, c'est catholique. La tolérance, encore une fois pervertie de nos jours, mais qui à la base est catholique. La charité, la fraternité, toutes ces valeurs découlent du catholicisme. Donc c'est pour cela aussi que, et pour être plus précis, quand je parle du catholicisme, je parle bien sûr de la Sainte Église, qui de nos jours a pour pape le Saint-Père François. Donc bien sûr, en tant que légitimistes, nous souhaitons mener la contre-révolution que ce soit dans le monde, mais aussi dans l'Église. C'est pour cela que la plupart des légitimistes sont des catholiques traditionnalistes, mais bien sûr, pas de ce dévacantisme dans le légitimisme. Abordons maintenant un point plus historique, c'est les lois fondamentales. C'est le droit coutumier et oral du Royaume de France, qui se forme à partir de la loi salique des Francs-Saliens, donc dès l'Antiquité, et qui va continuer de se préciser et de se développer jusqu'au XVIe siècle avec Henri IV. Donc commençons par la loi salique, peut-être le plus simple. Donc la succession à la couronne de France se fait par primogéniture mâle, c'est-à-dire que c'est le fils aîné qui succède au père, sans qu'il y ait de partage, sans qu'il n'y ait de quelconque contestation. Dans le cas où le père n'a pas de fils, on remonte tout simplement au mâle légitime le plus proche du père. Par exemple, si le père n'a pas de fils mais qu'il a un frère, c'est ce frère qui lui succède. On va pas aller dans les détails non plus, mais on a vu au cours de l'histoire que les femmes étaient écartées de la succession et que par conséquent ne pouvaient pas transmettre un droit qu'elles ne possèdent pas. Donc une fille du roi de France, si elle a un fils, ne peut pas prétendre à la couronne de France. Aucunement. Ensuite, la règle de catholicité. Donc celle-ci est plutôt évidente tout au long de l'histoire de France. Pas pour rien qu'on considère Clovis comme le premier roi des Francs de France. C'est parce qu'il est chrétien qu'il est baptisé, converti. Donc cela pose aucun problème jusqu'au XVIe siècle. Avec la réforme, il se trouve que l'héritier, donc le futur Henri IV, est protestant. Il succède Henri III en 1789. Donc bien sûr, cela crée de gros conflits avec la Ligue catholique dans le contexte des guerres de religion. Il va finalement abjurer sa foi, se faire sacrer, pleinement se convertir. Et à partir de là, c'est officiellement établi que le roi de France doit être catholique. Donc catholique, qu'est-ce que c'est? C'est être baptisé dans la religion catholique, dans l'église catholique, tout simplement. Un bâtard ne peut pas devenir roi de France, tout comme quelqu'un qui naît d'un mariage civil n'a aucune légitimité. Également, la loi d'inaliénabilité du domaine royal,
Cela signifie que le roi ne peut vendre ou échanger son domaine sans aucune raison valable. Enfin, la règle qui pose certainement le plus de problèmes à notre conception moderne de la politique, c'est l'indisponibilité de la couronne. Donc là, il faut faire un petit peu d'histoire, on remonte au XVe siècle, dans la guerre de 100 ans, avec le futur Charles VII, qui est déshérité par son père Charles VI au profit de la descendance du roi d'Angleterre Henri V, qui du coup a épousé une fille de France nommée Catherine. Personne ne va dire que les rois d'Angleterre légitimes sont les rois de France. Je pense que cette loi d'indisponibilité a fait figure d'autorité. Donc Charles VII est roi de France malgré avoir été déshérité, car ni le roi ni personne ne peut modifier la ligne de succession. On ne peut pas renoncer, on ne peut pas abdiquer. Le Parlement ne peut pas le faire pour nous, il n'y a pas de référendum possible à ce niveau-là, il n'y a pas d'élection. Le roi de France est roi de France par la naissance, cela relève encore du droit naturel. Autre chose qui est dans cette même veine, c'est que la succession à la couronne est automatique et immédiate. Cela donne la fameuse formule « le roi est mort, vive le roi ». C'est-à-dire que dès l'instant où le roi de France meurt, son successeur prend sa place. Il n'y a pas d'élection, il n'y a pas de besoin de reconnaissance. Le sacre se fait après être devenu roi, pareil pour le couronnement, pareil pour toute reconnaissance quelconque. Le roi de France devient roi de France à l'instant où son prédécesseur meurt. Donc voilà pour les fondements. Nous allons passer maintenant à un sujet qui intéresse beaucoup, le roi de France en lui-même. Donc avant de découvrir, même si je pense que sur cette chaîne, vous êtes nombreux à le connaître d'ores et déjà, nous allons parler de la continuité de la succession royale. Car si aujourd'hui il y a un roi de France, c'est qu'il y a eu des rois de France depuis la Révolution, depuis l'assassinat de Louis XVI, depuis l'exil de Charles X. Donc prenons le cas de la Révolution justement. Dans les livres d'histoire, globalement, on nous dira que Louis XVI cesse d'être roi dès 92, donc dès sa destitution et la proclamation de la Première République. Bien sûr, nous ne le reconnaissons pas comme tel, et c'est le cas des puissances européennes de l'époque ainsi que des royalistes. C'est-à-dire que pour l'Angleterre, pour la Prusse, pour l'Autriche, pour la Russie, Louis XVI reste roi jusqu'à sa mort le 21 janvier 93. Ensuite, c'est son fils Louis XVII qui lui succède, sur 95 années de sa mort, et enfin Louis XVIII. Il ne règne pas à partir de 14 ou de 15, il règne dès 95 jusqu'à sa mort en 1824. Car si vous regardez les textes de loi de la monarchie, vous verrez qu'il compte les années en fonction des années de règne du roi. Et Louis XVIII compte son règne à partir de 95. Pour Charles X, c'est le même cas de figure. Malgré l'exil, il reste roi de France jusqu'à sa mort en 36. Et cela est reconnu par Chateaubriand. Ça vaut la peine de préciser. Donc à la mort de Charles X en 1836, c'est son fils Louis XIX qui lui succède. On va pas entrer dans les détails de qui a fait quoi, de qui était comment. Ce sera le sujet d'une prochaine conférence. Après Louis XIX, c'est donc le fameux Henri V, comte de Chambord. À sa mort en 1883, c'est là la grande scission des royalistes. Donc les rois de France légitimes sont les descendants de Philippe V d'Espagne, qui était le petit-fils de Louis XIV, placé sur le trône d'Espagne, qui a causé la guerre de succession d'Espagne. Et donc le successeur immédiat d'Henri V est Jean de Bourbon, que l'on reconnaît comme roi de France sous le nom de Jean III. À Jean III succède son fils Charles XI, ensuite c'est Jacques Ier, Charles XII, Alphonse Ier, Henri VI, Alphonse II. Et ce qu'il faut comprendre globalement dans cette succession, c'est l'affaiblissement du courant légitimiste jusqu'à la fin de la Seconde Guerre mondiale, qui est vraiment invisibilisé par les d'Orléans et l'Action française, mais par la suite l'action des princes, donc Henri VI et Alphonse II, prédécesseurs directs de Louis XX, ils vont remettre en avant cette dynamique légitimiste par des actions, des déclarations, une organisation du mouvement légitimiste, etc., etc. Et donc nous arrivons à Louis XX, qui est pleinement le roi de France depuis 1989. Si on veut parler de termes techniques, on dira qu'il est roi de France de juré. Donc on peut rapidement parler de sa carrière. Donc Louis XX fait carrière dans l'entrepreneuriat, donc actif dans le milieu du sport, actif dans la banque, car il s'est marié à la fille d'un propriétaire de banque du Venezuela. Du côté de sa famille, donc c'est le fils d'Alphonse II. Il n'était pas destiné à les succéder car il avait un frère aîné, François,
qui malheureusement est décédé dans un accident de voiture. D'ailleurs, leur père aussi va mourir dans un accident de ski cette fois-ci. Il va se marier à celle qu'on appelle maintenant la princesse Marie-Marguerite de Bourbon. Son nom de jeune fille, c'est Vargas. Ensemble, ils ont 4 enfants. Donc d'abord Madame Royale Génie, qui est succédée par ses frères Louis, Alphonse et Henri. Le dauphin est bien Louis, qui est jumeau de son frère Alphonse, mais c'est lui qui est bien le dauphin de France. Donc le plus intéressant, les activités dynastiques. Dans la lignée de son père, Louis XX multiplie les déclarations, les actions. Si vous suivez son actualité, vous le voyez. Il parle à beaucoup de médias, Le Figaro, Marianne, il est actif sur Instagram, sur Facebook. M6 a même fait un reportage sur lui pour une messe pour Louis XVI. Donc médiatiquement, il est présent. Et au niveau des activités, donc il multiplie les cérémonies historiques, religieuses. Il fait des commémorations, avec notamment l'armée catholique royale, Louis XVI, Henri IV, plein de figures, bref. De plus, il prend des positions. Il défend globalement la famille traditionnelle chrétienne, donc père, mère, marié avec des enfants. On se doute bien qu'en cas de restauration, le mariage homosexuel sera interdit. Il n'y aurait pas de GPA. L'avortement serait soit très grandement limité, soit complètement interdit. De même pour l'euthanasie, aucune chance que ça arrive avec Louis XX au pouvoir. Bref, on a vraiment une axe d'idées qui se fait par la défense de la famille et la défense de la vie. Il a aussi une fibre sociale. Il parle assez souvent de son prédécesseur, Henri V. Il en tire les mêmes conclusions sur la société. Donc, par exemple, il avait défendu les mouvements des Gilets jaunes. Il s'était opposé à la réforme des retraites. Récemment, il s'est prononcé en faveur des agriculteurs. Il s'oppose globalement à cette Union européenne technocrate, à l'immigration de masse. Bref, la pensée de Louis XX pourrait faire une conférence à part entière. Maintenant, ce qui intéresse les médias et les royalistes les plus amateurs, on va dire, c'est la querelle dynastique. Donc c'est une rivalité qui se fait entre les Bourbons et les d'Orléans depuis le XVIIIe siècle, le début du XVIIIe siècle avec la Régence. Donc le régent qui bafoue le testament de Louis XIV, qui en soi, il y a de bonnes choses car Louis XIV voulait faire de ces bâtards quelque chose qu'il n'avait pas le droit de faire. Le régent s'est aussi attribué des pouvoirs qui n'avaient pas la légitimité de s'attribuer. Surtout qu'il a mené une politique libérale. On pourrait parler d'une cour libertine. Bref. Cette rivalité se poursuit jusqu'à Louis-Philippe avec son père Philippe Égalité qui vote la mort de Louis XVI. Louis-Philippe qui combat dans les armées de la Révolution contre les puissances traditionnelles. Louis-Philippe qui, à la Restauration, retournant en grâce royale grâce à Charles X, et qui vont malheureusement finir par trahir la couronne en s'alliant, même en menant la révolution de juillet, et en se proclamant roi des Français. Sous Henri V, donc après la monarchie de juillet, il y a un rapprochement entre légitimistes et orléanistes, qui voit la possibilité d'une restauration. Et Henri V qui est à l'époque indiscutablement le roi de France légitime sur les d'Orléans. Et même le fils de Louis-Philippe va se soumettre à sa légitimité et le reconnaître comme son aîné et le roi de France. Bon, on le sait, la restauration de 113 échoue. Et si dès lors une fracture se fait déjà doctrinalement entre légitimistes et orléanistes, elle se fait véritablement donc à la mort du comte de Chambord, avec la plupart des royalistes qui reconnaissent les d'Orléans comme roi légitime. Cela, pour la faire brièvement, c'est dans le contexte des nationalismes, de l'opportunisme politique. Ah, bien sûr, quand d'un côté on a un prétendant français présent en France, pleinement investi pour la restauration, et que de l'autre, on a un prince plus ou moins espagnol, si on parlait dans une autre conférence, et beaucoup moins intéressé, et plus ou moins libéral, et très discret, et bien si on est non conforme à la tradition monarchique, on choisit les d'Orléans. Au-delà d'assumer un choix pragmatique, il y a une invention d'une loi fondamentale qui s'appelle le vice de pérennité, qui globalement exclut à la succession de France les étrangers. On en reviendra aussi dans une prochaine conférence. Ce vice de pérennité est une invention moderne qui découle d'une incompréhension d'un texte du Parlement de Paris du XVIe siècle, l'art Lemestre. Mais bref, cela donne donc la fusion, c'est-à-dire que la plupart des légitimistes deviennent orléanistes. Et bien sûr, cela représente pour nous une immense défaite
dont on se relèvera qu'à partir, comme je l'ai dit, de la fin de la Seconde Guerre mondiale avec Henri VI. Donc la querelle se fait au niveau dynastique, mais aussi doctrinal. Aujourd'hui, vous avez le prétendant orléaniste qui avait soutenu Nicolas Sarkozy. Bon, un roi de France qui se prétend à la fois successeur de Saint-Louis et partisan de Nicolas Sarkozy, ça fait doucement rire. Plus grossièrement, son grand-père Henri d'Orléans, qui s'était rapproché du général de Gaulle pour la Restauration, était décrit par les médias comme le prétendant de gauche. Même si, en tant que royaliste, on réprouve un peu les étiquettes droite-gauche, etc., etc. C'est quand même révélateur du personnage qui, normalement, vous le savez, a une réputation assez opportuniste, une conception politicienne de la politique. Donc très éloignée de la conception de saint Thomas d'Aquin, du bien commun, du droit naturel. Le Monde a sorti une collection sur les rois de France. Donc ça vaut ce que ça vaut, hein. C'est Le Monde. C'est très grand public, il y a quelques erreurs, quelque chose comme ça, mais ce qui est intéressant, ce qui m'avait très étonné, c'est que dans le livre sur la dynastie des Bourbons, il y a une conclusion sur la querelle entre légitimistes et orléanistes. Et j'avais trouvé que il résumait assez bien la différence doctrinale. Donc je vais vous le citer. Donc, je vous cite un extrait de la page 92. Derrière les arguties juridiques sont en fait deux conceptions de la monarchie et du gouvernement des hommes qui s'affrontent. Si l'on tient que la monarchie est de droit divin, alors la couronne de France est indisponible. Et la nomination de Philippe V est sans valeur. Si au contraire on pense que la monarchie n'existe qu'en vertu d'un pacte social et que le droit politique l'emporte sur le droit lignagé, la renonciation est valable et les Orléans revendiquent le trône à juste titre. Donc, si on doit résumer, l'ultimisme, c'est la monarchie traditionnelle, et l'orléanisme, c'est le mariage bâtard de la monarchie avec la révolution. Donc le nationalisme, le libéralisme, un conservatisme de la Troisième République, donc qui ne se pose pas sur les valeurs vraiment chrétiennes, et sur vraiment un compromis. C'est vraiment un gros sujet que je peux difficilement résumer en quelques minutes dans cette conférence. Nous allons passer à la partie la plus intéressante pour les royalistes, c'est-à-dire que la monarchie traditionnelle est encore à ce jour une alternative valable à la République. Donc qui dit changement institutionnel dit forcément fin de la démocratie. Donc bien sûr cela fait peur car de nos jours la démocratie est vraiment la figure de proue de la République. Si un homme politique disait qu'il n'est pas démocrate, tout le monde se revendique démocrate, tout le monde dit le peuple est avec moi, je suis le seul représentant du peuple, ce genre de choses. Donc, ce qui est bien sûr, tout le monde sait que c'est hypocrite. Ni Mélenchon, ni Macron, ni Le Pen ne représentent le peuple. Ils représentent chacun environ 20 à 30% des électeurs. Donc si on enlève les enfants, si on enlève les étrangers, si on enlève les abstentionnistes, ils représentent pas grand chose au final. Et pourtant ils se disent démocrates. Donc le problème de cette démocratie, c'est qu'elle est utopiste, bien sûr. Dans l'histoire de l'humanité, aucun pays à l'échelle française n'a fait la démocratie. Les moins connaisseurs nous parleront de la Grèce. On leur dira que la démocratie fonctionnait par cité, et seulement avec les hommes libres. Donc les femmes, les esclaves, les enfants, les étrangers qui représentent l'immense majorité de la population ne votent pas. De même, bien sûr, pour nos démocraties actuelles. Personne de raisonnable ne dira que la France est une bonne démocratie. Tellement biaisée par les médias, biaisée par le scrutin à 2 tours. Car on le voit, le barrage à l'extrême droite. Est-ce que c'est démocratique? Peut-être pas. Est-ce que le fait que les médias soutiennent massivement Emmanuel Macron soit démocratique? Peut-être pas. Est-ce que le fait qu'il y ait une pression politique en école, on va dire, qui commence timidement avec le collège, qui s'affirme avec le lycée, qui explose à la fac, est-ce que c'est démocratique? Tout ça pour dire que non, la France actuelle n'est pas une démocratie parfaite. Que la démocratie parfaite n'existe pas. On nous dira la Suisse s'en rapproche, mais la Suisse n'est pas comparable à la France de par sa population, sa taille, sa géographie, son découpage. La démocratie est utopique. Elle a jamais existé comme, on en parle, c'est un peu comme le communisme, hein, vous savez. Les communistes vont dire Staline, Lénine, Mao, la Chine, le Corée du Nord, Cuba, tout cela c'est pas le communisme. Le vrai communisme n'a jamais existé, c'est pour ça qu'il faut le faire exister. C'est pareil pour la démocratie, c'est-à-dire que c'est une utopie. Dès que ça échoue, on dira c'est pas la vraie démocratie. C'est-à-dire que de nos jours, on est plus ou moins en démocratie, même si elle est hautement biaisée, certains diront truquée. Mais c'est
le régime démocratique mis en application. Disons, l'utopie démocratique n'est pas réaliste. Il n'existe pas. Et c'est une utopie qu'il faut dépasser. Un autre problème de l'institution, c'est le mandat présidentiel, qui est trop court. Qu'il soit de 7 ans, de 5 ans, de 10 ans, de 2 ans, le problème est le même. Il n'y a aucune politique à long terme qui est possible. Car imaginons qu'Éric Zemmour est au pouvoir aux prochaines élections. Il mène une politique très libérale, anti-immigrationniste, conservatrice. Ensuite, imaginons que c'est un centriste qui arrive au pouvoir, mais il réouvre la valve de l'immigration, il remet les valeurs progressistes, etc. Donc ça ne sert à rien, c'est juste une lutte temporaire du pouvoir qui crée plus d'instabilité que d'autres choses et qui surtout rend impossible tout projet d'avenir. Autre problème, c'est le programme politique. C'est-à-dire que pour être élu un homme politique, on ne doit pas faire le meilleur programme possible, il doit faire le programme le plus populaire possible. On le voit bien, chaque candidat a sa clientèle. Mélenchon, c'est les progressistes et les musulmans. Macron, c'est la bourgeoisie, les entrepreneurs, les retraités. Et la droite, globalement, c'est les conservateurs, patriotes, souverainistes. Donc bref, donc ils ont des quotas, on va dire, d'électeurs à rassembler au-delà de mener une politique saine ou pour le bien commun. Et bien sûr, un autre problème, bon ça, j'apprends à personne, les hommes politiques peuvent mentir. C'est-à-dire qu'ils se font élire pour un programme, mais absolument rien ne les oblige à respecter ce programme. Heureusement, on a la grande chance d'avoir le président Macron qui a fait son programme sur les retraites, sur le libéralisme, etc. Je pense qu'on est très ravis à ce niveau-là. C'est génial. Enfin, imaginons qu'on ait un bon président. On a un président, imaginons, conservateur, souverainiste, avec une politique de protectionnisme, une bonne politique internationale, favorisant globalement la paix sans favoriser les États-Unis, sans favoriser l'Union Européenne, ce genre de choses. Eh bien, il est impossible de mener une bonne politique. Car déjà, j'ai expliqué pour la cause des mandats, où la Constitution, avec la possible arrivée de l'avortement, c'est limité. L'opposition parlementaire, c'est limité. L'Union Européenne pour l'immigration, c'est très limité. Si on veut changer de société, que ce soit dans un sens d'extrême gauche, d'extrême droite, ou de traditionnalisme royaliste, il faut changer d'institution. Maintenant, que ferait le roi de France en cas de restauration? On voit déjà un peu chiffre au niveau de la société française. Donc déjà, le roi, dans la monarchie, est le seul souverain. De lui émane la loi. Ensuite, vu que le roi n'est pas un tyran, ce n'est pas un chef, c'est pas un pouvoir centralisé, il y a ce qu'on appelle la décentralisation, ou on peut aussi appeler le principe de subsidiarité. C'est-à-dire que les décisions politiques doivent être prises à la plus basse échelle possible. Donc les individus, les familles, les villages, les corporations, les assemblées provinciales, le gouvernement, le roi. Le roi en lui-même, il propose les lois, toutes les lois, c'est le seul qui puisse le faire. Il gère l'armée, il gère la diplomatie. Il est de son côté avec un gouvernement, donc avant on parlait de secrétaire d'État, mais aujourd'hui on pourrait parler de ministre. Il y a des agents royaux partout sur le territoire. Donc là on pourrait parler des préfets. Maintenant au niveau de ce qui fait un peu le plus vendeur, on va dire, c'est les valeurs. Donc globalement on aura des valeurs catholiques, comme j'expliquais. Donc comme on parle le roi Louis XX, donc la famille traditionnelle, la défense de la vie. Je vais pas revenir en détail là-dessus. Ce qui est important, c'est que les libertés individuelles soient préservées. Donc malgré par exemple l'interdiction du mariage homosexuel, deux hommes peuvent faire ce qu'ils veulent dans leur coin, le roi n'ira pas dans leur chambre pour vérifier tout ce qu'il s'y passe. Ensuite, un autre sujet vendeur, c'est l'immigration. Que Louis XX s'est exprimé récemment à ce sujet contre l'immigration de masse. Donc bien sûr, qui dit restauration dit fin à cette invasion migratoire. On se doute bien que l'expulsion des clandestins se fera un peu plus efficacement, ce qui n'est pas spécialement dur vis-à-vis de la République. Par contre, une immigration plus isolée, donc l'asile politique, ce genre de choses, cela devrait demeurer. Qui dit lutte contre l'immigration dit forcément lutte contre l'islam et le séparatisme. Bon, à ce niveau-là, les libertés religieuses de base sont garanties, donc liberté de conscience, liberté de pratique, liberté de culte.
pas de discrimination, donc un musulman a les mêmes droits que n'importe quel autre français. Mais en revanche, tout ce qui est intervention étrangère, conquête, enfin, islam conquérant, ça ce serait terminé. Donc les financements de mosquées par la Turquie, par l'Algérie, c'est terminé. Les écoles salafistes, le courant salafiste, tout ça, de même c'est terminé. Donc maintenant, politique sociale et sécuritaire. Donc c'est assez indéniable que cela empire sous la République, hein, les lois s'accumulent, l'inflation qui explose, la retraite, la crise avec les dans l'agriculture. Je ne parle pas de l'insécurité, hein, vous êtes assez renseigné sur ce sujet. Mais tout cela émane d'un problème central, c'est que l'État républicain est présent partout. C'est-à-dire que l'État est dans l'école, il est dans l'hôpital, il est dans la police, il gère tous les impôts, il gère toute la vie locale. Forcément, cela résulte en une avalanche d'impôts. Et ce qui est assez amusant, c'est qu'au final, qui est satisfait de l'école, qui est satisfait de l'hôpital, qui est satisfait de la justice? Personne. Et donc, avec la décentralisation de la monarchie et le principe de subsidiarité, toutes ces tâches seraient relayées à des pouvoirs locaux. Par exemple, l'Église pourra retrouver un rôle dans l'éducation et dans l'hôpital. Les villes pourraient retrouver le plein contrôle sur la police. Pour ce qui en est du travail, il faudra le retour des corporations. Donc les corporations, pour la faire rapidement, c'est une organisation de travailleurs venant d'un même corps de métier. Donc les boulangers, les ouvriers, les chauffeurs, si vous voulez, qui sont tous ensemble, avec évidemment une certaine hiérarchie, pour faire leur code de travail globalement, hein. Pour gérer, je sais pas moi, le quota de travail, les salaires, la concurrence, les méthodes de fabrication, ce genre de choses. Et à noter que l'un des premiers changements donnés par la révolution, c'est la suppression des corporations. Parce que genre c'était pas assez libéral. Bref. Maintenant pour tout ce qui est au niveau de la justice. Bon, on le voit, des problèmes républicains, c'est ce qu'on reproche à la monarchie. C'est une corruption au sommet de l'État qui est totalement impunie. C'est une justice qui est idéologisée, qui a avec du laxisme, des excuses, aussi un certain pragmatisme du fait des places dans les prisons, et des compromis avec on va fermer les yeux sur les problèmes liés à l'immigration. Bon, tout cela, bon, évidemment, ce serait optimiste de dire que la corruption n'aurait pas lieu dans la monarchie. Si la regarde les hommes, hein, on va dire individuellement, mais ce rapport idéologisé avec la justice, cela n'aurait pas eu vraiment lieu d'être. Pareil pour le laxisme, on fait beaucoup de critiques à la monarchie, mais on lui dira rarement qu'elle est laxiste. Il y a aussi un débat pourra s'ouvrir sur le retour de la peine de mort. Donc, vous l'aurez compris, cette conférence est vraiment une introduction, il y aurait beaucoup à développer sur tous les points que j'ai abordés. Sur le roi, sur la querelle dynastique, sur la société en cas de restauration, sur le droit naturel, tout cela. Ce sera abordé dans de prochaines conférences. Mais si jamais vous découvrez le légitimisme avec cette conférence, je vais vous conseiller un ouvrage. Donc c'est dans la collection Que sais-je et de la presse universitaire de France. Donc c'est Le légitimisme écrit par Stéphane Réal. Donc je vous le conseille vraiment, c'est vraiment un bon ouvrage, très neutre sur la question, il est pas partisan, il est pas anti, il est pas pour. Ça reste vraiment bien la question d'un point de vue historique, dynastique et doctrinal. Donc je vous le conseille vivement. Donc sinon si vous êtes encore là, c'est à ce moment de la vidéo, félicitations. Je vous remercie de m'avoir écouté. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Elles y trouveront très certainement une réponse. Et donc merci de votre attention.